Bonjour les petits champignons. Vous êtes sur la deuxième partie sur l'art antique. Nous allons revenir ici sur l'Antiquité romaine. Donc l'introduction a été faite sur la vidéo précédente, donc je vous invite d'abord à aller voir la première vidéo avant de continuer sur celle-ci. Parce qu'ici, donc sur l'Antiquité romaine, en Occident, l'art de l'Empire romain a été quand même largement influencé par le modèle grec. Donc c'est important déjà de voir l'art grec. Dans l'Est, les conquêtes d'Alexandre le Grand ont été lancées sur plusieurs siècles d'échanges entre ces cultures grecques, indiennes, mais aussi du centre de l'Asie. Ce qui donnera donc la naissance à l'art gréco-bouddhiste. Et les ramifications s'étendent jusqu'au Japon. Et c'est suite à la Renaissance en Europe, à l'esthétique humaniste et les normes techniques élevées de l'art grec, que vont s'inspirer à nouveau des générations d'artistes européens. En effet, même au XIXe siècle, la tradition classique est dérivée de la Grèce et domine tout l'art du monde occidental. Mais en réalité, il y a une transition qui est assez brusque d'une période à l'autre. Les formes d'art qui se développent à des vitesses différentes dans diverses parties du monde, gréco-romain notamment, comme à n'importe quelle période d'ailleurs, certains artistes ont des styles plus innovateurs que d'autres. Des traditions locales fortes, conservatrices de nature, et les exigences culturelles locales permettent aux historiens de localiser les origines même des œuvres d'art. Mais l'Antiquité romaine, parce que les Romains furent quand même de grands bâtisseurs, et on leur doit les ouvrages qui peuplent encore nos villes aujourd'hui. Les immeubles collectifs, les ponts, les circuits d'adduction d'eau, les piscines, les chauffages par le sol dans les plus luxueuses villas, les théâtres, des voies de circulation appelées via et que l'on peut comparer à nos routes. Même si la plupart des Romains vivaient pauvrement, certains ont accumulé des richesses colossales pour montrer leur richesse. Ils se faisaient construire des temples, des villas somptueuses et faisaient réaliser leurs statues en marbre. Pour autant, l'art romain ne se limite pas à la seule appropriation des modèles grecs, mais puise aussi beaucoup dans son inspiration et dans l'histoire de son propre territoire, dont on conserve aujourd'hui des témoignages, que ce soit à travers des sarcophages en terre cuite, l'orfèvrerie, la peinture à fresque dans les tombes, etc. Et à proprement parler, l'art romain se développe au cours de deux grandes phases. La République, de 509 à 31 avant Jésus-Christ, et ensuite l'Empire, de 31 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. L'art donc de la République. C'est quand les Romains en finale ont pénétré à leur tour dans la Grèce et sont dirigés vers Rome le long de convois que les statues ont été enlevées aux acropoles et aux hippodromes des villes helléniques et ensuite qu'ils ont subi une influence au sein de leur propre création. Parce que jusque-là, en effet, Rome avait compté plus d'ingénieurs que d'architectes et d'agriculteurs soldats que d'artistes. La culture étrusque, qui était elle sensuelle et cruelle, n'avait guère légué que des formules, des rites et des superstitions. Elle avait porté son principal effort sur les travaux d'utilité publique, la politique, le droit et la conquête. Et c'est au cours donc de la République, et surtout à travers le défilé triomphal des butins de guerre pris justement aux cités grecques vaincues, que vont se développer le goût pour les formes helléniques. Séduits par les peintures et les sculptures grecques, les Romains s'emparent aussi bien concrètement que symboliquement d'un patrimoine riche et luxueux. La prise de guerre vaut pour une appropriation de l'esprit et de l'ennemi. Ils travaillent également à glorifier leur victoire dans les villes en confiant à des artisans et artistes étrangers, notamment venus d'Athènes, la réalisation entière de programmes architecturaux, d'ensembles statuaires et de cycles de peinture en leur honneur. On peut prendre par exemple l'hôtel de Paul-Émile à Delphes. Pour les généraux, il s'agit avant tout d'inscrire dans la pierre une marque durable de leurs exploits militaires. Parallèlement, l'art privé, peinture, mosaïque, sculpture, dont la production peut être locale comme lointaine, se développe dans les milieux aristocratiques. Il vient embellir les villas des riches familles, la villa ici des Papyri, à Herculanum. Un modèle romain qui s'exporte au final dans toute l'Europe. Les Gallo-romains ont alors adopté un ensemble de références et un goût partagé pour le faste, comme en témoignent les mosaïques très sophistiquées de la Ione, ou les somptueuses fresques de la maison de la harpiste. Récemment découverte sur les sites archéologiques de la Verrerie, cette villa antique doit son nom au portrait d'une musicienne. Remarquablement conservée, cette peinture murale d'ailleurs constitue l'un des plus beaux témoignages de l'influence, jusqu'au sein même de l'habitat, de la culture romaine sur les territoires conquis, le vrai pouvoir du luxe en somme. Ensuite, l'art de l'Empire, parce qu'avec l'avènement de l'Empire en 27 avant Jésus-Christ, la vocation politique de l'art se perpétue, notamment à travers les représentations héroïques de l'empereur, Auguste Prima Porta. Néanmoins, c'est la stabilité relative qui succède aux guerres civiles de la fin de la République qui permet d'introduire des thématiques plus pacificatrices. À Rome,
la construction permanente du forum continue de doter la ville des grands monuments qui organisent la vie publique. Forum, théâtre, amphithéâtre, thermes publics, tandis que se développent d'autres grands centres urbains sur le modèle du quadrillage orienté. Au 1er siècle, une première période de troubles agite l'Empire. Et au même moment, nous avons la tragique éruption du Vésuve qui détruit Pompéi et fige toute la ville en quelques heures seulement, offrant ainsi à la postérité un vestige archéologique tout à fait unique. Plus tard, c'est sous le règne d'Adrien que l'Empire connaît une économie favorable, propice à l'épanouissement artistique. La villa d'Adrien, à Tivoli. Avant que les invasions barbares du IIIe siècle commencent à affaiblir progressivement la puissance romaine. La volonté impériale s'exprime alors surtout dans l'architecture des villes du monde méditerranéen jusqu'au IVe siècle, lorsque l'Empire romain est divisé en deux. L'Empire romain d'Orient d'un côté et l'Empire romain d'Occident de l'autre. Et enfin que sa conduite est confiée à 4 empereurs. C'est ce qu'on appellera d'ailleurs la tétrarchie. Rapidement pourtant, Constantin reprendra seul le pouvoir en Occident et instaurera notamment la liberté de culte pour les différentes religions. Et c'est donc le triomphe du christianisme qui achève de précipiter la chute de l'Empire romain et qui produit un art hybride, à la fois profondément chrétien et encore empreint de culture païenne, avec les sarcophages, mêlant mythologie gréco-romaine et références bibliques. En termes d'architecture, nous pouvons prendre l'exemple du Panthéon de Marcus à Rome, une œuvre architecturale d'Auguste. Parce que Rome a développé un savoir-faire architectural considérable. Des amphithéâtres, théâtres, arcs de triomphe, basiliques, aqueducs, thermes romains, marchés, temples qui sont construits en pierre, ciment et briques et caractérisés par le système de voûtes. Très peu d'artistes ont laissé leur nom, parce que l'architecture romaine devait avant tout servir à mettre en valeur la puissance romaine ainsi que cette idéologie impériale. L'époque d'Auguste est alors fondamentale en ce qui concerne cette architecture romaine. Ces choix ont façonné l'architecture et par la suite tous les empereurs vont agir en fonction de cette référence. On remarque chez Auguste une nette dimension religieuse traditionnelle. Parmi les travaux majeurs, ce Panthéon. Plusieurs autres monuments furent érigés du temps de Néron, des Flaviens, des Antonins ou sous Dioclétien. Les constructions voient l'introduction ou la généralisation de formes nouvelles, telles que les mosaïques murales et les polychromes. Les fontaines monumentales, les voûtes rotondes et coupoles qui préfigureront le Panthéon. Nous pouvons aussi citer les thermes de Néron, Domus Aurea, le Forum de la Paix, le Colisée, le Forum de Targent, le Panthéon d'Adrien, les thermes de Dioclétien et la basilique de Maxence. C'est l'Antiquité tardive qui marque au final la fin des grandes constructions à Rome, même d'une part à cause de la deuxième capitale Constantinople, donc de l'Empire romain qui s'est divisé en 2 parties, et d'autre part parce que les empereurs chrétiens font davantage construire des monuments chrétiens. En sculpture, la sculpture romaine s'est largement inspirée donc, on l'a vu, des modèles grecs, en particulier des bronzes. Cependant, elle a ses particularités, comme l'invention du buste, et la démocratisation donc du portrait. De plus, elle a su produire un métissage des styles dans les régions annexées à l'Empire qui avaient déjà leur manière propre, comme l'Égypte ou les provinces orientales. L'art de la statuaire romaine se distingue donc par l'expressivité de ses formes, l'importance accordée au corps humain, un réalisme vigoureux, l'incarnation d'une image idéalisée du monde et de l'homme, notamment sous le règne d'Auguste, et une tendance à la figuration sous le règne des Flaviens. Nombreux sont les bas-reliefs et les statues en marbre qui ont fait date dans l'histoire de la sculpture romaine. Nous avons par exemple la statue d'Auguste, l'arc de Titus, l'arc de Constantin, la colonne de Trajan, le centaure enchaîné. Pour les peintures, c'est les peintures murales qui témoignent le plus de la richesse des propriétaires, et on est là plus sur montrer le faste qu'une véritable recherche et intention artistique. Mais notons que l'innovation principale de la peinture romaine par rapport à l'art grec serait ici la figuration de paysages, avec l'apport d'une technique de perspective qui ne considère pas le paysage comme décor à des scènes civiles ou militaires. Les fresques romaines les plus importantes restent celles de Pompéi. En outre, à côté des peintures murales, nous avons les peintures triomphales qui se sont développées dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des peintures que l'on portait dans le cortège du triomphe après les victoires militaires. Elles représentaient les épisodes de la guerre, les villes et les régions conquises. J'espère que cette deuxième partie sur l'art romain vous a intéressé. Je vous retrouve dans une 3e vidéo et une 3e partie où on reviendra un petit peu dans le passé pour revenir à l'Antiquité égyptienne. Sur ce, restez créatifs. Au revoir.